Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3. Bénin, un plaisir de vous retrouver ce mercredi matin, mercredi 9 novembre 2022. Il est 7 heures. Bienvenue sur Actu Matin. Dans l'actualité, la politique et les législatives, c'est désormais fait. La liste électorale informatisée pour les élections à venir est aux mains de la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis hier mardi. 6 600 572 électeurs répartis sur 17 749 postes de vote sont appelés aux urnes à cette date du 8 janvier 2023. Précision pour précision, l'Agence nationale d'identification des personnes aux commandes de l'opération d'établissement de la liste a franchi ce pas. Pari gagné pour elle. Dans le bulletin matinal, nous irons ce matin au siège de la Sénat où les discours se sont tenus, à suivre les analyses des débatteurs en plateau. À cette heure-là, il sera également question du quitus fiscal. Son imposition dans les pièces constitutives du dossier de candidature pour les élections en République du Bénin révèle le vrai visage de certains acteurs en faux vis-à-vis des impôts. Nous sommes en face de plusieurs cas d'accumulation d'énormes sommes allant jusqu'à plus de 600 millions de francs CFA d'impôts dus par des députés. Le quitus fiscal a-t-il le mérite de révéler les dessous sombres, la mauvaise foi de certains acteurs politiques? Les journaux nous donnent les preuves. On essaiera de trouver ce matin le nœud du problème évoqué et les approches de solutions pour corriger le tir à l'avenir. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur Actu Matin. Dans un court instant, vous suivrez les gros titres de la presse nationale, parution du jour avec Wahab Ali Para déjà installé en plateau. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Avec vous, ce sera la une des journaux et juste après le bulletin matinal de l'information et avec la réalisation ce matin, on va découvrir les titres. La Commission électorale nationale autonome tient en main la liste électorale devant servir aux prochaines élections législatives. La liste des plus de 600 millions d'électeurs béninois est extraite du registre des données biométriques de l'ANIP. Le gestionnaire mandataire a transmis officiellement cette liste au président de la Sénat. C'était hier au siège de l'institution. Une liste dont le processus d'établissement a été approuvé par les partis politiques et la société civile. Et puis ce matin, on fera un saut dans les airs, un vol inaugural de la compagnie Corsair. C'était hier à Cotonou. De ces avions a foulé le tarmac, comme vous le voyez à l'écran, de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Pour la toute première fois, l'engin a pris départ à 23h55 de Paris-Orly. Les autorités béninoises ont assisté à la mise en service de cette compagnie. Restez avec nous pour toutes les précisions. La transition pour la une des journaux.
avons sous la main et dans l'actualité ce matin, Wahab? Un peu de tour, Christian, dans les parutions de ce matin. On parle politique et avec l'actualité liée aux élections législatives et les échos donc de la Sénat et de l'ANIP. Les commentaires également du quotidien Maison sur la question du quitus fiscal. Il y a eu également ce vol inaugural de la compagnie Cosser que vous avez annoncé en son et en image tout à l'heure. On va donc commencer par le quotidien Maison Fraternité. Bref, aperçu sur les redevances des citoyens béninois aux impôts, quitus fiscal, la face cachée de l'iceberg, les faits prouvant l'impartialité de la Direction générale des impôts. Élection législative du 8 janvier 2023, une liste de 6 600 572 électeurs réceptionnés par la Commission électorale nationale autonome. Et puis, agence pénitentiaire du Bénin, 1082 détenus d'Akpo-Messérité et de Porto-Novo transférés à la prison d'Abomey. Vol inaugural hier à Cotonou, Cosser dessert désormais le Bénin 3 fois par semaine. À la une du quotidien de service public La Nation, situation des partis politiques à propos du quitus fiscal, les non-dits. Et puis, innovation de Modem Bénin dans le secteur sanitaire, des ambitions porteuses de centaines d'emplois directs. Matin libre cette fois-ci, financement d'assassinat imputé à Madougou Rekia, le gouvernement n'a fourni aucune preuve. Les experts de l'ONU demandent réparation et sanctions précises. Matin libre. Et puis Bénin, non-jugement d'un président et des ministres. Haute Cour de justice, une question de test, constate Matin libre. À la une du quotidien Le Potentiel, lancement des activités de la compagnie Cosser au Bénin, le vol inaugural sur Cotonou effectif hier mardi. Et puis marché unique et facilitation des échanges commerciaux en Afrique, des journalistes formés sur l'accord de la ZILCAF à Dakar au Sénégal. Le matinal, la candidature pour les élections législatives de 2023, les démocrates dans l'incertitude des candidats toujours sans leurs quitus fiscaux, la direction générale des impôts accusés à tort et puis prudent. Il y a eu certains partis politiques qui ont recalé des militants non à jour, précise le matinal. Nord-Sud quotidien cette fois-ci, législative de 2023, 6,6 millions d'électeurs enregistrés. Puis campagne cotonnière 2022-2023, la production annoncée en baisse. Le challenge, quotidien le challenge, micmac autour de la délivrance du quitus fiscal, plusieurs barons du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau concernés sont disqualifiés. Puis révolution dans le transport aérien au Bénin, Cosser s'installe avec un premier vol réussi, 3 vols directs Cotonou-Paris, tarif abordable et compétitif. C'est le ministre des Infrastructures Hervé Heromé et le directeur général de Cosser qui ont donné le top hier mardi, nous apprend le challenge. À la une du quotidien Le Radar, vol inaugural de la compagnie Cosser au Bénin. Ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui fait du tourisme une véritable filière de développement, du site le ministre Hervé Heromé. Et puis l'ANIP, dans la perspective des élections législatives de 2023, la LEI, la liste électorale, a été transmise à la Sénat. La part de mission remplie pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, le docteur Cyril Goubedji. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure en son et en image dans le bulletin matinal de William Cliquant et dans le reste de nos éditions. Décryptage info cette fois-ci, transport aérien au Bénin, Cosser opérationnel avec 3 vols par semaine sur Paris à coût cassé, précise le journal. Et puis législative de janvier 2023, 6 600 572 électeurs béninois attendus aux urnes le 8 janvier 2023.
quotidien La Cloche. Transport aérien au Bénin, COSER fait une incursion sur le marché béninois. Le ministre Hervé Haoumé salue un partenariat fructueux qui prend corps avec l'État béninois. Et puis remise officielle de la LEI à la Sénat, un pas crucial dans l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. Le Soleil Bénin Info lutte contre la surpopulation carcérale au Bénin, les prisons de Missérété et de Porte-Nouveau décongestionnées. À la une du quotidien L'Autre Quotidien. Réception officielle de la LEI par la Sénat, 6 600 572 électeurs attendus aux urnes pour les élections législatives. Et puis délivrance du quitus fiscal, la direction des impôts accusée à tort de partialité. Et puis pour le développement du transport et du tourisme, COSER atterrit au Bénin avec des offres attrayantes. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur l'actualité du moment, la question du quitus fiscal, la remise de la LEI à la Sénat. Bref, aperçu sur les redevances des citoyens béninois aux impôts, quitus fiscal, la face cachée de l'iceberg. Titre le quotidien Fraternité paru ce mercredi. Et ils sont bien nombreux ce matin, relayés dans la presse, des noms sont cités. Ils doivent d'énormes sommes d'argent à l'administration fiscale, diront donc au service des impôts. En tout cas, on reviendra sur ce sujet lorsqu'on vous dit que, par exemple, que les entreprises d'un député de la 8e législature doivent des impôts allant jusqu'à environ 680 millions de francs CFA. C'est qu'il y a problème. Ailleurs, 4 candidats accumulent une somme de plus de 2 milliards de francs CFA qu'ils doivent aux impôts. Un autre qui est candidat, mais lui est maire de la majorité présidentielle, en tout cas du parti Union Progressiste Le Renouveau, qui doit aussi de fortes sommes d'argent et qui jusque-là n'a pas obtenu son quitus fiscal. On va procéder donc à l'analyse de tout ceci tout à l'heure quand nous serons au forum de discussion. Restez avec nous. On va poursuivre avec le bulletin matinal. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Allez bien, bienvenue ce matin. Vous nous emmènerez à la Commission électorale nationale autonome et juste après, on prendra un petit vol. On fera à Paris-Orly, Cotonou pour cette compagnie qui desservira désormais notre pays, le Bénin. Voici la transition et juste après, c'est votre bulletin matinal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Nous sommes à pratiquement 2 mois des élections législatives du 8 janvier 2023 et les choses évoluent du côté des institutions en charge de l'organisation de ces élections. L'Agence nationale d'identification des personnes a transmis la liste électorale informatisée à la commission électorale nationale autonome, la Sénat. C'est l'une des activités dans le calendrier de cette institution. Au total, plus de 600 millions de citoyens y figurent et pourront donc prendre part au vote du dimanche 8 janvier 2023. La cérémonie de réception de la liste s'est déroulée mardi au siège de la commission électorale. Le point avec Idriss Boukari et Henri Ganti. C'est la matière première qui va permettre à la commission électorale nationale autonome de faire véritablement tourner sa machine. La liste électorale informatisée est ici transmise par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes après audit accordé aux partis politiques et aux organisations de la société civile. La population électorale
brut dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimé, après tous travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2,5 au chiffre brut, à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. À 2 mois, jour pour jour donc, de l'élection des membres de l'Assemblée nationale, tout se précise. La Sénat, la fêtière de l'organisation des élections au Bénin, est jusque-là dans le délai prescrit par le code électoral et la proactivité de l'ANIP vient encore la conforter dans le déroulement de son chronogramme. Chers collègues du Conseil électoral, Monsieur le directeur général des élections, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, cadres à différents niveaux de la Sénat, nous voilà en possession du principal intrant qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin du 8 janvier 2023. Fini les estimations relativement aux statistiques concernant la population électorale et le nombre de centres de vote et de postes de vote. Il ne nous reste qu'à parachever la détermination des candidatures valides. Et cela nous incombe pour quitter définitivement la zone des évaluations approximatives et savoir à quoi nous tenir pour la confection et l'édiction des documents électoraux. Mission accomplie donc pour l'Agence nationale d'identification des personnes. Le jeudi 1er décembre 2022, conformément à son calendrier électoral, la Sénat va procéder à la publication officielle de la liste des centres et postes de vote. Une fois encore, Sakalafia et les autres membres de la Sénat ont réaffirmé leur engagement à organiser des élections transparentes, libres et équitables. À l'intérieur? Oui, la version numérique est sécurisée et vous aurez au secrétariat parce qu'on ne le remet pas. Alors, à l'instant, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubidji, et le président de la Commission électorale nationale autonome, Sakalafia. Et nous allons au ministère des Affaires étrangères à présent pour parler de la coopération entre le Bénin et le Canada. Ces deux parties se consultent en vue du renforcement de la coopération bilatérale. William Plica. Christian, c'est bien cela. La séance de travail se tient après la célébration le 1er avril 2022, 1er avril dernier donc, du 60e anniversaire de l'établissement de ces relations diplomatiques. La rencontre va notamment permettre aux deux parties de réfléchir aux perspectives de coopération et surtout à l'extension de nouveaux axes de programme de gouvernance d'ici 2026. Teddy Goudalo, Elvis Tonoucoin pour le point. Cette séance de travail entre le Bénin et le Canada vise essentiellement à passer en revue l'ensemble de la coopération au développement. Elle va également permettre une évaluation de la mise en œuvre de quelques projets axés sur la croissance économique. Je voudrais, à cet effet, me réjouir de la signature récente, le 5 juillet 2022, du protocole d'entente entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du projet « Ma formation, mon métier, mon avenir », le projet dénommé 3M. D'un montant de 16 950 508 $ canadiens, ce projet vise à renforcer le pouvoir économique des jeunes vulnérables pour l'amélioration de l'accès à des services de formation professionnelle et d'apprentissage de qualité. Ces consultations permettront aussi aux deux parties de réfléchir aux perspectives de coopération
notamment les possibilités d'extension à de nouveaux axes de programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le Bénin et le Canada ont eu l'opportunité de travailler ensemble à la promotion de nos valeurs communes, notamment au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et des Nations unies. Nous pouvons également souligner les accomplissements en vue de promouvoir le commerce et une croissance économique inclusive, par exemple par la signature d'un accord de promotion et de protection des investissements étrangers et l'accroissement des opportunités d'affaires entre les entreprises béninoises et canadiennes. Les consultations ne pouvaient donc tomber mieux qu'au cours de la présente année qui marque le 60e anniversaire de nos relations bilatérales. Le format adopté nous permettra de traiter en profondeur les deux thématiques prioritaires choisies aujourd'hui, soit la coopération au développement et la paix et la sécurité. Nous aurons ainsi la chance de faire le point sur notre coopération au développement dans le but de renforcer notre action dans les secteurs clés, en discutant de l'alignement de nos priorités et tout en échangeant sur le succès accompli ainsi que sur nos leçons apprises. C'est le lieu pour le gouvernement béninois de renouveler sa satisfaction vis-à-vis du Canada pour ses appuis constants. Le Bénin, à travers cette cérémonie, rassure la délégation canadienne de sa disponibilité à œuvrer en vue de la consolidation des liens d'amitié et de coopération dans les domaines d'intérêt. Parlons toujours de diplomatie, le comité conjoint d'accompagnement CCA du suivi programme de travail 2019-2023 de la coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles s'est réuni hier à Cotonou. La rencontre qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération est une revue à mi-parcours de la mise en œuvre de ces différents projets. Ali Moumouni, Rachidi Soubérou. Étape importante de l'exécution des projets du programme de travail 2019-2023 de coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles International. Le comité conjoint d'accompagnement se réunit pour faire un état des lieux des activités menées. C'est la deuxième session en présentiel qui se tient avec les représentants de Wallonie-Bruxelles et des différents ministères sectoriels concernés par les différents projets. Cette revue à mi-parcours permettra à nos deux parties de mieux ancrer notre partenariat dans la réalité quotidienne et de l'ouvrir aux nouvelles priorités du gouvernement du Bénin en matière de développement et de bien-être social. Pour le programme de travail 2019-2023 de coopération entre Bénin et Wallonie-Bruxelles International, 16 projets sont actuellement en cours d'exécution, lesquels sont répartis entre autres dans les domaines de l'eau, du patrimoine, de la culture, du tourisme et du renforcement du capital humain, précisément la protection des enfants. Je voulais aussi vous rappeler que nous avions d'autres projets, entre autres avec l'APFE, qui est l'agence de coopération internationale des gouvernements francophones et de Wallonie-Bruxelles International. Et actuellement, l'APFE soutient des projets avec bien sûr un autre agenda que celui-ci, dans le domaine de l'appui à l'entrepreneuriat féminin et au renforcement des compétences des acteurs de l'éducation. Il faut souligner que cette session exprime la volonté du Bénin et de Wallonie-Bruxelles International de maintenir un creuset permanent d'échange. La rencontre a également permis aux deux parties de discuter sur les perspectives de la coopération, notamment sur le processus de définition du prochain programme 2024-2027. Et puis, ce travail de sensibilisation sur la sexualité des élèves, et ce matin, va nous emmener à la direction de la protection juridique et judiciaire du ministère de la Justice et de la Législation, qui appuie les élèves en éducation sexuelle. Retenez que le directeur et une professionnelle de santé adaptée à l'enfance, une pédopsychiatre donc, ont fait le tour de sensibilisation dans 3 collèges d'enseignement général. La tournée a parcouru, ou doit parcourir bien sûr, 6 communes du Bénin. Elle a démarré ce lundi au CEG 1 de Comé. Ils étaient aussi au lycée des jeunes filles de Ouida. Précision dans ce reportage. Tournée dans 6 départements du Bénin. À raison d'une commune par département, les établissements secondaires vont accueillir
la délégation de la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. La randonnée commence par le lycée des jeunes filles de Ouida et le collège d'enseignement général 1 de Commun. À chaque étape, le message est le même. La loi protège la fille, mais ce n'est pas une raison pour elle de piéger les jeunes garçons et les enseignants. Les élèves sont donc éduqués dans leur ensemble à la sexualité responsable pour un meilleur avenir. Quand on sait que de 2016 à 2021, il y a eu suffisamment de cas de grossesse scolaire dans nos établissements, on s'est dit que la meilleure manière de sensibiliser nos enfants, de les aider à se réaliser et à pouvoir se construire dans le temps, c'est de leur parler des conséquences d'une sexualité mal vécue, de pouvoir les exhorter à rester plus longtemps à l'école en leur parlant des lois, bien entendu. Ce sur quoi nous avons insisté, c'est qu'une sexualité précoce n'est pas sans conséquence sur la santé de l'enfant, que ce soit sur la santé physique que sur la santé psychique. Sur la santé physique, ça va être les grossesses indésirées, les infections sexuellement transmissibles. Sur la santé psychique, ça va être une perte de l'estime de soi, ça va être des traumatismes, ça va être des abus, des viols. L'initiative est la bienvenue chez les acteurs de l'école au Bénin, déjà rudement éprouvés par le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Nous comptons 2840 élèves au total et je crois que la plupart de ces élèves ont été touchés par vos messages de ce soir sur la sexualité. C'est des enfants déjà qui, avec leur masse là, s'intéressent déjà à la chose et votre passage pouvait un temps soit peu les amener à se reposer des questions, à se remettre en cause pour savoir s'ils sont sur vraiment le bon chemin. Nous avons chaque année au minimum 7 à 12 cas de grossesse. Quand ça ne se passe pas entre élèves eux-mêmes, c'est avec peut-être le soudeur, l'apprenti électricien, le fondeur. J'ai compris qu'on doit se méfier des rapports sexuels, surtout en tant qu'élève. Le fait de pratiquer ou bien de faire les rapports sexuels, ça engendre des conséquences. Et l'on a vu que de ne pas laisser son corps, si on est une jeune fille, de ne pas laisser son corps aux garçons et pour faire tout ce que les garçons veulent. Les autres points d'étape sont Semepoji, Boikon, Parakou et Natitengu. Des fonctionnaires de police républicaine suivent depuis ce lundi à Porto Novo, la capitale, une formation sur l'assistance aux victimes de traumatismes physiques et moraux. C'est une formation initiée par Enabel dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine au Bénin et c'est financé par l'Union européenne. Le point dans ce reportage de Emma Roudon. C'est la troisième étape du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, volet gestion de crise. Après l'élaboration des contenus de formation et la formation des formateurs, cette troisième étape est consacrée à la formation de fonctionnaires de police qui vont relayer les acquis de cette formation au niveau des unités d'arrondissement en matière de prise en charge des victimes de traumatismes physiques ou moraux. D'un montant global de 1,3 milliard de francs CFA, ce projet financé par l'Union européenne et dont la mise en œuvre est assurée par Enabel vise à contribuer au développement de la sécurité humaine au Bénin en appuyant l'opérationnalisation de la police républicaine dans l'assistance aux victimes. Un projet multidisciplinaire pour gérer au mieux les crises. Alors quand on parle de multidisciplinaire, ça veut dire que ça regroupe bien évidemment la police, mais également d'autres institutions comme le SAMU, comme les pompiers, comme la protection civile et l'armée. Donc sur ce projet, on a plusieurs résultats. Le premier résultat, c'est la création d'un centre de prévention de crise avec un numéro de veille. On a aussi comme objectif donc d'appuyer les victimes en tant que blessées, mais également les victimes psychologiques et morales. Et on a également un résultat sur l'aspect judiciaire, c'est-à-dire comment prélever des preuves matérielles après un événement de crise. C'est vraiment apprendre aux policiers de base, donc les policiers de première ligne qui sont dans les commissariats d'arrondissement, de pouvoir accueillir les victimes, de pouvoir les orienter, de pouvoir les écouter, pour qu'il y ait vraiment un processus qui est mis en œuvre d'appui à la victime. Face aux défis sécuritaires de plus en plus grandissants,
Le savoir et le savoir-faire doivent être de mise dans l'assistance policière aux victimes de traumatismes physiques ou moraux. Et c'est au regard de cette nécessité qu'a pris en compte ce projet de Enabel que le représentant du directeur général de la police républicaine a dit le merci de l'institution policière. L'assistance policière aux victimes, mise en œuvre dans une certaine mesure par le personnel des unités territoriales dans nos contrées, est une thématique nouvelle dont tout policier doit maîtriser la pratique. Elle consiste en la prise en charge psychologique de toute personne ayant subi un dommage matériel, physique et ou moral. C'est l'occasion pour moi de réitérer à Enabel, au nom du directeur général de la police républicaine, mes remerciements pour ses efforts constants aux côtés de notre institution policière. Les différents modules de cette formation vont s'étaler sur 4 jours et au total, 620 fonctionnaires de police relais seront formés. Et vous vous attendiez à cette information depuis le sommaire de ce mini-journal. La compagnie Causair a effectué son vol inaugural hier à Cotonou à 23h55 précisément. Destination Paris-Orly. L'avion a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti quelques heures avant ce premier vol. Le baptême de lait a eu lieu en présence du ministre béninois des Transports et des responsables de la compagnie. Ali Moumouni. Dans les airs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, l'Airbus A330-300 de la compagnie Causair qui s'apprête à atterrir sur le tarmac. Il est 16h54 ce mardi 8 novembre 2022 et voici le baptême d'air de la compagnie Causair sur le territoire béninois. Et puis l'accueil traditionnel. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Bonjour. Pour le vol inaugural de Causair au Bénin, les responsables de la compagnie ont effectué le déplacement de Cotonou. Ils sont ici accueillis par le ministre béninois des Transports. Vous vous en doutez bien qu'en tant que ministre des Transports, je ne peux que me réjouir de l'intérêt de Causair pour la destination Cotonou, la destination Bénin. Ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui, disons, fait du tourisme une véritable filière de développement. Donc ceci va accroître la desserte du Bénin et démocratiser destination Cotonou. Je voulais simplement me réjouir, tout comme Monsieur le ministre, du fait qu'il y ait dorénavant au Bénin un nouvel opérateur économique qui, plus est, intervient dans un secteur qui est important dans le cadre des relations entre nos deux pays. Une nouvelle ligne de transport aérien qui vient en soutien au développement économique et touristique du Bénin. Causair se donne pour mission d'améliorer la connectivité en facilitant l'accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes avec ces tarifs compétitifs. Donc vous savez que là nous avons fait un tarif spécial pour ce vol inaugural à 280 000 francs CFA et puis après les tarifs seront à 299 000 francs CFA seulement, 3 vols par semaine. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces tarifs extrêmement compétitifs, ils ne sont pas au détriment de la qualité de service. Nous sommes une compagnie française, une compagnie régulière. Les vols de la compagnie Causair seront opérés en Airbus A330-300 permettant d'accueillir 298 passagers en 3 classes à savoir Business, Premium et Économie. Ils sont programmés les mardis, jeudis et dimanches. Belle en vol au nouveau vol, Christian Adandéjan. Voilà. Et il faut préciser que la compagnie va desservir donc désormais 3 fois le Bénin et ce par semaine. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée du mercredi. On vous retrouve demain, jeudi, à partir de 7h15 minutes sur Actu Matin. Ce sera les informations à partager avec nos fidèles téléspectateurs. Alors, on va poursuivre avec l'actualité. On parle de 1082 détenus de la
prison civile d'Accro-Missirité et de la prison civile de Porto-Novo qui sont désormais transférés à la prison d'Abomey. L'agence pénitentiaire du Bénin a procédé du 1er au 8 novembre au transfèrement de ces 1082 détenus. Il faut préciser que ça fait 862 de la prison civile d'Accro-Missirité et 220 de la maison d'arrêt de Porto-Novo vers la prison d'Abomey. C'est une opération qui vise à rééquilibrer les taux d'occupation des 10 établissements pénitentiaires et à mieux organiser les détenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération de réinsertion professionnelle. Ainsi, les détenus transférés sont ceux définitivement condamnés et éligibles pour les activités de réinsertion. Et puis, le journal Fraternité ce matin a fait une profonde analyse sur le quitus fiscal et nous dévoile la face cachée de l'iceberg. Il nous donne un bref aperçu sur les redevances de certains citoyens béninois aux impôts. On fera la discussion tout à l'heure en plateau avec les débatteurs. Les journaux ce matin ont précisé les non-dits sur la situation de certains acteurs politiques. Il y en a qui doivent jusqu'à environ 680 millions de francs CFA. Il y en a qui doivent un peu plus de 89 millions et d'autres 800 millions de francs CFA. On reviendra beaucoup plus en détail sur tout ceci. Et dans l'actualité également ce matin, la transmission de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'était donc hier avec les débatteurs. On mènera la discussion. Mais avant, vous aurez le journal des sports. Chaque jour, au Bénin, 2 personnes sont tuées dans des accidents de la circulation. Ces victimes, qui sont des hommes, des femmes et des enfants, se rendant à l'école, en voyage ou à leur travail, ne rentreront plus jamais chez elles, laissant derrière des familles effondrées. Chaque jour au Bénin, 14 autres personnes sont blessées par suite d'accidents de la circulation et parmi elles, plus de 50% ne pourront plus jamais travailler, vivre ou s'amuser comme auparavant. En fin d'année, l'euphorie ou l'anxiété de la transition d'une année à l'autre impacte négativement sur le respect des règles de circulation. Usagers de la route, inversons la tendance. Pour 0 tués et 0 blessés en cette période, respectons les limitations de vitesse prescrites. Pour 50 km/h maximum en agglomération, engageons-nous contre les surcharges, les chargements mixtes et les chargements hors gabarit. Mobilisons-nous contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, de la fatigue ou des produits psychotropes. Disons tous ensemble non. Non au stationnement et dépassements dangereux. Contre la distraction en conduite, du fait des téléphones et autres gadgets, disons stop. Pour une fin d'année sans accident, je m'engage. Et toi? Ceci est un message de SCB Lafarge Bénin et du Centre national de sécurité routière. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si met ta capi. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les succès stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa.
Voilà, le forum de discussion, un petit décalage ce matin. Vous aurez les sports avant la revue de presse. Herman Agnamboussou, bonjour. Bonjour Christian Dolédian. Et le Francis Atadé, bonjour. Bonjour Christian. Merci et bienvenue en plateau. Nous sommes avec Wahab Alipara, Kimi Ousseni nous rejoindra en cours de discussion ce matin. L'actualité, elle reste politique jusqu'en février prochain, je dirais. Après les législatives, on continuera toujours d'élaborer autour jusqu'à l'installation du Parlement 9e législature. Et puisque nous suivons tout de près, c'est vrai que nous l'avons annoncé, et c'est fait, la Sénat qui reste toujours collée à son calendrier, à son chronogramme. Et dans la journée d'hier, mardi 8 novembre 2022, eh bien, l'Agence nationale d'identification des personnes a effectué le déplacement de la Commission électorale nationale autonome pour la transmission de la liste électorale informatisée. Désormais, c'est la LEI. Et ça fait un total de 6 600 572 électeurs répartis dans 17 749 postes de vote qui sont appelés à se rendre aux urnes le 8 janvier 2023. Alors, l'ANIP qui vient confirmer les chiffres annoncés depuis un bon moment. Herman Agnamboussou. Oui, l'ANIP qui vient confirmer les chiffres ou qui vient alors réajuster un peu les choses. Oui. Parce que ce qui avait été prévu, je crois que l'ANIP a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir nous donner les bons chiffres. Parce que quand je prends le seul exemple du 7e arrondissement, par exemple, il y a un quartier dont les centres de vote ont disparu. Désormais, parce que ne faisant plus le nombre qu'il faut pour qu'on puisse y installer un centre de vote, désormais ils doivent voter dans un autre quartier. Je pense que ça n'est pas des dispositions prises par l'ANIP pour qu'on n'assiste pas à des contestations après. Je pense que, en gros, le processus électoral, ça suit son cours, ça avait été prévu dans le calendrier de la Sénat, à savoir la réception de la liste électorale informatisée. Maintenant, nous en savons plus sur le nombre d'électeurs, 6 600 572 électeurs. Je pense également que le gros challenge à ce niveau pour les partis politiques, c'est de travailler à ce qu'il y ait un fort taux de participation. Parce que si sur 6 600 572 électeurs, on a moins de 2 millions qui vont voter, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que ces partis politiques travaillent sérieusement à mobiliser les militants, à les faire sortir massivement pour accomplir le devoir civique. Alors, vous pensez que le gros défi à relever ici, c'est le taux de participation? Tout à fait, parce que les élections passées ont montré quand même un certain désamour des Béninois à la chose politique. Et là également, on peut trouver des raisons. On peut trouver des raisons à cela. Il y a ces menaces qui avaient cours par le passé. Il y a cette peur que les Béninois avaient de sortir de la maison. Si on lève toutes ces... Il y avait également la pandémie. Il y avait la pandémie également. C'est vrai qu'à un moment donné, on a pensé que, étant donné qu'on a déjà assisté au vote électronique, lors des élections consulaires par exemple, lors des élections, d'autres élections également, que le Bénin allait faire l'effort d'aller vers le vote électronique. Mais bon, on suppose que le chantier est en cours. Le nombre d'électeurs en ce moment n'est pas le même, le nombre de centres de vote également. C'est possible dans d'autres pays, c'est possible. Pourquoi pas au Bénin? Alors oui, Paris gagné pour l'ANIP, Cyril Goubedji et son équipe. Oui, on peut dire les choses de cette manière parce que toutes les structures ou organes chargés de l'organisation des élections, chacun a travaillé à respecter le calendrier. La Sénat, bien entendu, dans son agenda, c'était prévu qu'il allait recevoir la liste électorale à la date indiquée. Si, entre-temps, l'ANIP qui devrait fournir cette liste s'est montrée défaillante, a eu des difficultés, ça veut dire que ça devrait empiéter, n'est-ce pas, sur le calendrier au niveau, pour ne pas dire sur l'agenda au niveau de la Sénat. Donc, il faut d'abord saluer toutes les structures, tous les acteurs qui ont travaillé de manière à ce que leurs organes puissent respecter le calendrier électoral tel que prévu. Et saluer également la dextérité au niveau de l'ANIP où on sait que le regard était vraiment orienté vers l'ANIP puisqu'il s'agit de la liste électorale. Et dans tous les pays, là où les
premiers problèmes commencent, c'est au niveau de la liste. Est-ce que le nombre de personnes inscrites sur la liste est la réalité pour que cela puisse témoigner plus tard et refléter plus tard la crédibilité même de ces élections? Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'on est en train de faire, la mobilisation au niveau des partis politiques et autres, ça c'est un fait, mais si la liste électorale pose déjà problème, ça risque de donner une certaine coloration et des commentaires quelque peu déplacés sur le résultat final qu'on aura. Donc à ce niveau, je pense que la NIP a fait son travail, Cyril Gougbedi et son équipe. La Sénat a désormais la liste qui est en quelque sorte une forme de sésame. La Sénat sait comment l'utiliser, et quand on prend Saka Lafia qui est à la tête de cette Sénat, on connaît son expérience en la matière. Vous n'êtes pas sans savoir que si la NIP a travaillé sur une liste électorale aujourd'hui, en son temps pour les élections qui ont précédé des années en arrière, n'est-ce pas, Saka Lafia avait joué presque le même rôle. Et donc aujourd'hui, il a l'expérience, je dirais, d'une liste électorale. Il sait comment l'exploiter, et donc dans ses fonctions aujourd'hui, il saura comment faire le travail de manière à ce qu'il n'y ait pas de grincement dedans. Justement, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait une sorte de tiraillement, des polémiques. C'est vrai que ça n'a pas manqué les polémiques avec certains acteurs politiques qui auraient souhaité avoir leur regard beaucoup plus plongé dans ce qui est fait par la NIP, mais à l'arrivée, on a assisté quand même à quelque chose qui est accepté ou semble être accepté de tous. Non, vous savez qu'il y a eu quelques polémiques autour de la liste. Oui. Le chef de l'État est même intervenu pour faire des recommandations. Et je crois qu'à l'issue des recommandations, la NIP a repris un certain nombre de travaux qui étaient faits. Vous savez qu'au niveau de l'algorithme qui a été utilisé, il est arrivé que certains postes de vote soient déplacés, un truc comme ça. Et ça a fait que les acteurs politiques se sont soulevés et ont contesté. Bon, il y a eu des débats autour. Et puis récemment, il y a eu un audit sur 5 jours. Je crois les représentants des partis politiques, l'ANIP, les organisations de la société civile ont examiné tous les problèmes liés à la confection de la liste. Là où il y a des problèmes, je crois que les goulons ont été levés, et à l'issue des travaux, ils ont convenu à l'unanimité que c'était un outil de qualité. Donc pour garantir des élections crédibles, transparentes, équitables, qui ne vont pas faire objet de contestation, je crois que la qualité de l'outil est déterminante. Et aujourd'hui, les acteurs sont unanimes sur le fait que la liste est une liste de qualité et qu'il faut célébrer ce qui a été fait, il faut saluer. Donc c'est un exploit en fait. Et dans la sous-région, pour les informations qui ne sont pas venues, c'est que le Bénin est parti pour être un laboratoire pour cette élaboration de la liste, et ça fait la école. Dans ces conditions, il faut d'abord saluer non seulement l'ANIP, qui est un organe technique, mais aussi le respect des délais, parce que vous avez vu que la liste a été transmise à bonne date. Oui. Cela suppose que les acteurs, tous les segments qui sont impliqués, les instances impliquées dans l'organisation des élections jouent efficacement leur rôle. Et c'est cela qui fait, ça honore le Bénin, ça honore les Béninois, ça honore les acteurs qui ont été conviés à ces travaux, et ça le fait grandir. Alors, oui, Hakimé, votre analyse. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci d'être là. Christian, bonjour. Oui. On est passé d'un peu plus de 4 millions d'électeurs en 2021 pour la présidentielle à 6 600 000 électeurs pour 2023. Une nette augmentation du nombre d'inscrits sur la liste. Qu'est-ce qui a pu favoriser ça? Est-ce l'ensemble des opérations de recensement liées au RAVIP qui a pu favoriser ça? Ou une certaine prise de conscience par rapport des populations par rapport aux nouvelles donnes en matière de délivrance d'actes d'état civil? On ne peut pas ne pas voir les chiffres augmentants sous cette prisme que vous énonciez, mais n'oublions pas aussi que les élections sont prévues pour janvier 2023, donc ça va être 2 années charnières. Et donc 2021, on avait des majeurs en attente donc pour 2022, et donc pour 2023, il y en a aussi qui à partir du 1er janvier
auront 18 ans et donc ont la possibilité de faire valoir leur premier devoir civique, j'allais dire leur droit au vote. Et donc, c'est clair que ceux de 2021 qui étaient à un après, on finit par avoir les 18 ans, ceux de 2022 ont aussi 18 ans, et maintenant ceux de 2023, tout au moins jusqu'au 8 janvier 2023, auront aussi 18 ans. Donc je crois que c'est important, certainement, ce nombre. Et en plus, comme vous l'avez dit, le travail qui a été fait en ce qui concerne les sensibilisations relativement à ce que les populations puissent sortir pour se faire enrôler, je crois que tous ces éléments ont concouru à nous donner ce chiffre de 6 millions et quelques pour le compte des législatives et de janvier prochain. Non, je crois que dans l'ensemble, s'il y a un travail qu'il faut saluer, c'est véritablement ce travail fou qui a été abattu par l'ANIP. Et on l'a dit, je crois, avant hier, ici sur le plateau, sous le contrôle de Ataï et Joël Guédébé, quand je dirais à toutes les sollicitudes et toutes les sollicitations qui ont été exprimées vis-à-vis de l'ANIP, de Cyril Gougbedi, il a été réceptif, lui et puis son équipe. Et donc, du coup, l'audit qui a été demandé par la société civile a été effectif. Et donc, du coup, Christian, on a constaté que et acteurs politiques et société civile, et maintenant les techniciens qui ont été appelés à la confection et puis à la réalisation de cette liste ont convenu, je dirais, sur un élément très important, celui, je dirais, du consensus retrouvé autour de cet instrument. Parce que, eh bien, quand on va aux élections, s'il y a un instrument qui reste l'instrument le plus important, le plus capital dans ce processus, c'est la liste. Il faut qu'on sache qui sont ceux-là qui seront appelés dans les urnes le jour du scrutin. Si on n'a pas une idée du nombre d'électeurs, eh bien, ça pose un problème. Et c'est ça qui amène souvent à entendre que les urnes ont été bourrées par endroits, qu'il y a des électeurs fictifs, des gens qui n'ont jamais existé, des morts sont allés voter. Vous vous rappelez un peu tous les commentaires qui vont avec. Et c'est d'ailleurs pour ça que à l'époque de la LEPI, eh bien, les forces se contrôlaient à qui mieux. Et c'est ça qui a été à la base de cet instrument politique qui a existé, le COS-LEPI qui chapeautait en son temps le CNT et ensuite l'ANT. Cette fois-ci, tout ça a été débarrassé, donc je dirais, de ce caractère politique et le travail a été confié de façon tout entière aux techniciens. À l'arrivée, nous avons une liste qui fait l'unanimité, même si on est d'accord qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au moins, sur cet outil qui a été remis hier à la Sénat, eh bien, les acteurs politiques et la société civile se sont mis d'accord sur l'essentiel. Il faut saluer le travail de Cyril Gougbedi, maintenant que c'est fait. C'est dans la droite ligne de la mise en œuvre du calendrier des élections de janvier prochain. On a désormais la liste qui a été remise à la Sénat et elle maintient bien le calendrier et l'agenda de la Sénat. Ils vont nous dire quelles sont les autres étapes qui restent, quels sont les autres éléments qu'il faut y ajouter. Mais on sent que le processus est bien enclenché. Voilà. Le calendrier, je le tiens. Oui. C'est ce qu'il faut d'ailleurs saluer. C'est le fait que tout se déroule dans les délais prévus par les tests. 60 jours avant. Au plus tard 60 jours avant. Hier, c'était le 8 novembre. Exactement. On est à 60 jours. 8 janvier, on est à 60. Ça veut dire qu'un effort est fait par le Bénin pour que tout se passe dans les délais et dans le respect des tests aussi. Vous voyez, c'est quand même c'est très important. Parce qu'on a assisté quand même par le passé à des situations un peu confuses, où la liste, on ne sait pas, c'était sur clé USB, c'est quelqu'un qui détenait le code. C'était sur du externe ou interne, c'était sur beaucoup de choses à la fois. Je pense que le travail, et c'est d'ailleurs à raison que Hakimi a salué le travail fou qui a été effectué par la NIP. Cela dit, il n'est pas dit que le travail est parfait à 100%. Il y a forcément des gens qui sont morts et qui n'ont pas été irradiés de la liste, forcément. Mais il faut quand même saluer le fait que les primo-votants soient désormais recensés, qu'on sache que ceux-là, effectivement, ils doivent voter, puisque la loi est claire là-dessus. Ceux qui ont 18 ans au dernier jour, c'est dans les tests ici. Et donc, je pense que ce travail qui est fait, il faut le saluer. Voilà. Un travail à saluer. Maintenant, oui, allez-y. Je vous votre permission de dire à Herman qu'il n'y a pas de morts sur cette liste. Parce que à l'occasion de l'audit, il y a eu des tests qui ont été faits. Je ne veux pas citer les noms des députés, par exemple, qui ont cherché à voir si leur maire qui était décédé était encore sur la liste. Et puis, vous avez vu le patron du FONAC, Jean-Baptiste percutant, virulent, il a fait tous les tests possibles pour s'assurer que la liste
est une liste fiable. Je crois que de ces incongruités. Débarrassée de toutes les scories, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une liste fiable, consensuelle, qui est un outil efficace pour les élections qui s'annoncent pour le 8 janvier. Ça veut dire qu'on peut s'assurer que dès lors que les acteurs politiques qui sont méticuleux se sont entendus de façon unanime, consensuelle, sur la qualité de la liste, je crois qu'il n'y a plus de problème. Par le passé, nous savons que même Koslepi, quand Koslepi travaillait, il y avait toujours des problèmes. Et bien, dans ce qui vous avez bien fait de dire que, en fait, l'augmentation, en fait, elle se justifie par la réforme de l'état civil. C'est important. Et par la suite, c'est que les majeurs, c'est tenu jusque 3 jours avant l'élection, c'est-à-dire jusqu'au 5 janvier, ils ont été tous pris en compte. Donc, je crois que ça fait que ça justifie les 6 600 572 électeurs que nous avons là. Ah voilà, ça fait environ un peu plus de la moitié du nombre de la population béninoise. Parce que nous tournons désormais autour de 12 millions. Jusqu'au dernier recensement. Sinon, on a dit aller au-delà. C'est une population électorale dynamique. Alors, allons voir, au soir du 8 janvier 2023, est-ce que nous aurons une bonne participation à ces élections? Qu'on dise qu'on a environ 6 600 000 électeurs qui soient appelés aux urnes et au décompte final qu'on trouve un nombre d'électeurs pas aussi élevé. D'accord. Il y a de quoi s'interroger sur cette réalité parce que Herman l'a lui-même souligné tout à l'heure. Il y a par le passé des événements que nous avons vécus qui ont fait qu'un certain désamour, un désintérêt de la chose électorale, du vote, s'est installé dans le cœur de beaucoup de citoyens ou de concitoyens. Il y a eu de ces régions qui ont voulu se présenter un peu comme, je dirais, des métropoles de la violence et ça inquiète des citoyens qui pourtant souhaitaient sortir voter. Bien entendu, ça crée des moins, pour ne pas dire des manques en termes de taux de participation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons travaillé à ce que ces événements soient désormais derrière nous. Parce que les élections de 2019, pour les élections législatives de 2019, on sait comment les événements se sont déroulés et les agitations qui ont eu dans certaines régions du pays. Pour les élections de 2020, un peu, pour les élections de 2021, l'élection présidentielle également, il y a eu tous ces événements. Maintenant, aujourd'hui, ce qui a lieu de faire, ma foi, c'est que les formations politiques, les acteurs politiques doivent travailler à rapprocher, je dirais, les citoyens, les populations, les militants et autres de la chose politique. Ceux qui, par le passé, je crois, ont travaillé à vendre la peur, à créer un climat d'insécurité dans certaines régions, je crois qu'ils ont aussi intérêt, je crois, à tourner Kazakh, à amener les populations à comprendre le sens de sortir voter. C'est vrai, il y en a qui, au-delà de tous ces événements de brutalité, mettent en avant leur ventre, c'est-à-dire ils ont faim, c'est pas pendant que nous avons faim qu'il faut venir nous parler de sortir voter et autres. Et vous aurez constaté que dans nos habitudes, par exemple, d'ordinaire, nos élections ont lieu les dimanches. Soit les gens vont sortir les premières heures, c'est d'abord aller au culte. Certains, dans leur région, c'est peut-être le jour de marché. Les jours de marché, il faut qu'ils aillent d'abord... Mais là, il n'y a pas jour de marché le jour de l'élection. Mais il y a des régions où le dimanche, c'est un jour de marché. Et même si ce n'est pas le jour officiel de marché, il y a peut-être un producteur qui estime qu'il faut qu'il aille vendre ce qu'il a produit le matin, d'abord s'assurer que sa maison a mangé, donc le ventre est plein d'abord avant de prendre le déplacement. Et donc, vous voyez, donc il faut que dans l'opération de charme que les formations politiques auront à faire, qu'ils mettent en avant cet état de choses, parce que c'est aussi dans leur intérêt, c'est aussi pour la crédibilité de l'élection. Parce que vous savez, quand le taux de participation à une élection, n'est-ce pas, est bien élevé, ça encourage, et puis en termes de crédibilité, on trouve moins à dire que quand on a 6 millions et qu'on a à peine 1 million et quelques qui s'en vont juste voter. Oui. Comment voyez-vous venir la chose, le Francis Attadé? Non, je crois que le contexte a beaucoup évolué. Ce n'est plus le contexte de 2019, ni celui de 2020, encore moins celui de 2021. Le contexte de 2023 est relax parce que nous sommes passés de l'escalade de la violence à la désescalade. Donc l'environnement n'est plus chrysogène. Et apparemment, tel que ça fonctionne, nous aurons des élections inclusives. Même s'il y a encore quelques réticences
de la part de quelques acteurs qui estiment que le quitus ne leur est pas encore délivré. Mais j'espère que sous peu, tout va entrer dans l'ordre pour que nous ayons des acteurs qui sont outillés et puis qui sont à jour et qui pourront compétir pour aller à la conquête pour des sièges au Parlement. Bon, donc il faut dire en fait que le travail appartient aux partis politiques. Il faut coacher l'électorat. Donc il leur appartient d'aller descendre sur le terrain, d'aller sensibiliser, de mobiliser, parce qu'ils ont fait une grande tournée de mobilisation et même de remobilisation. Je crois que l'heure a sonné maintenant. Oui, une tournée de mobilisation, de remobilisation, si vous le voulez. Avant la publication des différentes listes, les listes sont publiées avec des grands... Et retourneront sur le terrain, ne vous trompez pas. Alors, est-ce que vous pensez que, ils auront le discours nécessaire pour véritablement inviter les populations à sortir? Je crois que le contexte offre l'opportunité d'avoir des éléments de langage pour pouvoir faire participer massivement la population électorale à cette consultation électorale. Donc, je dis qu'en fait, aujourd'hui, l'opposition telle qu'elle communiquait ne communique plus de la même façon. Nous n'avions plus de résistants maintenant. Nous avons les démocrates, LD, qui estiment que, de 150 quitus non délivrés, ils sont passés à 12, ils sont passés à 7. J'ai appris que quelques barons, 2 ont eu, il doit rester peut-être 3 Maintenant, derrière tout ça, c'est il y a la face visible de l'iceberg et il y a l'autre face qu'on ne voit pas. Je crois qu'un bon citoyen qui a vocation à aller siéger au Parlement ou à faire la carrière politique a quand même un minimum de discipline à avoir, notamment vis-à-vis des fiscs. Très bien. Et vous enclenchez sur le second pan de notre discussion de ce matin. Emmanuel a un mot à placer. Oui, un peu comme vous aussi. Oui, en fait, sur le travail qui est fait par l'ANIP en ce moment, hier, je ne sais pas si vous avez reçu des messages qui vous indiquent que votre centre de vote est à tel niveau. Ah oui, je vois. Alors qu'il avait déjà fait par le passé, ils sont revenus là-dessus pour dire que votre centre de vote est à tel niveau. Je l'ai reçu seulement hier. Entre-temps, moi, j'ai changé de centre de vote. Encore. Vous voyez. Parce que là, l'article 127 est clair là-dessus. C'est que ces informations sont publiées par tout moyen d'information et de communication. Internet, SMS, affichage, presse écrite. Ça veut dire qu'à ce niveau, l'ANIP fait son boulot, mais il revient, comme je l'ai dit, aux acteurs politiques qui ont l'obligation de travailler à ce qu'il y ait un taux de participation record pour les législatives, de travailler à ce que leurs militants sortent pour aller consulter. Ou alors, s'ils ont reçu des messages, de travailler à ce que ces messages soient envoyés à tous les militants. Il y en a peut-être qui reçoivent des messages, mais qui les ignorent aussi. Donc que ceux-là puissent consulter ces messages pour qu'après, on ne dise pas, comme on l'a vécu il y a quelques années, je n'ai pas retrouvé mon centre de vote, je ne vais pas trouver ci, je ne vais pas trouver cela, parce que c'est un devoir civique à aller voter. Voilà. Est-ce que Diaman est pertinent? D'autant d'ailleurs que le Conseil a été souvent fait à l'occasion des jours d'élection, à ce que les électeurs se déplacent, ils arrivent dans leur centre de vote, et à l'arrivée, c'est qu'ils se rendent compte que ce n'est pas leur centre de vote, ou c'était un centre de vote qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour cet exercice, mais finalement, soit le centre a été déplacé ou le centre n'existe d'ailleurs même plus. Alors même que des gens ils se sont préparés pour accomplir ce devoir civique. Je crois qu'à l'occasion des élections, on a eu le temps souvent d'entendre les électeurs se plaindre. Ce que fait l'ANIP est d'autant à saluer que le rappel est pédagogique. Je crois que pour ceux qui ont des smartphones et consomment même des téléphones simples, ils ont reçu depuis que cette affaire a commencé régulièrement des messages de la part de l'ANIP pour vous indiquer votre centre de vote. Et avec, comme l'avait dit Christian, possibilité pour l'individu, pour le concitoyen, pour le citoyen de procéder à un changement au cas où il a envie de changer de centre de vote. L'appel lancé à l'endroit des politiques et donc des candidats qui seront officiellement reconnus d'ici le 13 par la Sénat, c'est déjà de faire cet exercice, je dirais, de sensibilisation, d'information vis-à-vis de leurs différents électeurs. Il y a des électeurs qui sont à Cotonou, dont le centre de vote est à Cotonou, mais ils ont envie d'exprimer leur suffrage, peut-être, à Basila. Pour y aller, c'est qu'il faut déjà travailler à changer son centre de vote et à solliciter la possibilité pour soi de voter peut-être à tel ou autre endroit. Si ce n'est pas fait dans les délais, c'est que vous vous rendez compte, vous êtes avec le politique que vous semblez soutenir, et le jour de l'élection, c'est que vous ne votez pas. Alors qu'eux, ils ont peut-être la possibilité d'une certaine procuration parce qu'ils sont candidats, ça c'est peut-être possible, mais les électeurs, tant pis, vous et moi comme ça, quand vous n'êtes pas en mission,
vous n'avez pas la possibilité de voter à Pas un endroit différent de votre centre de vote. Donc, je crois que c'est important, l'envie d'Herman. Il va falloir que les acteurs politiques saisissent cette opportunité-là pour véritablement sensibiliser les leurs afin que ce que vous souhaitez, Christian, c'est-à-dire quoi, un taux de participation record aux élections prochaines soit effectif. Parce qu'il y a eu des gens qui ont soutenu des candidats, mais le jour de l'élection, d'abord, ils n'ont pas de carte. Bon, on connaît les pièces. On connaît désormais les pièces. C'est fameux, quoi. En son temps, ils n'avaient aucune pièce. Mais c'était eux qui haranguaient la foule, qui demandaient de voter pour tel. Alors que pertinemment, ils savaient dans leur fond intérieur qu'ils ne feront pas les déplacements. Qu'ils ne voteront pas. Vous voyez, donc c'est des choses à corriger. Et ça, la responsabilité revient aux responsables et acteurs politiques. Voilà. Christian, je pense que l'intérêt, si vous permettez très rapidement, les formations politiques et les acteurs, ceux qui sont positionnés, bien entendu, ont beaucoup plus d'intérêt, n'est-ce pas, à faire sortir les populations pour la question de taux de participation. Ils ont plus intérêt. Ceux qui sont au 7e, 8e position. Merci bien. D'abord, tous les acteurs. C'est vrai que la loi n'a pas prévu le taux de participation qu'il faut atteindre avant que l'élection ne soit validée. Avant qu'une élection ne soit validée, je pense qu'un taux de participation raisonnable témoigne de la crédibilité de l'élection. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour ceux qui sont un peu en termes de classement au fin fond dans les positionnements, ont davantage intérêt. Donc, ça revient à toutes les formations politiques, à tous ceux qui sont surtout positionnés, de sortir et puis faire la quête, je dirais, des militants, faire la quête des populations afin que celles-ci sortent pour pouvoir voter. Et puis, vous aurez noté qu'il y a eu certains acteurs politiques qui, déjà rassurés de ce qu'ils seront positionnés, ont trouvé des jeunes avec des matériels informatiques pour accompagner dans certaines circonscriptions électorales, pour ne pas dire dans certains arrondissements, pour accompagner les populations à savoir comment on rentre dans la base de données, en tout cas le processus qu'il faut suivre pour pouvoir apporter les modifications et autres. Il y en a qui ont encouragé les populations à se faire enrôler, n'est-ce pas, au RABIP et autres, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver sur la liste. Je pense que si beaucoup le font, on ne serait pas surpris en termes de taux de participation. J'ai quand même noté aussi qu'il y en a qui ont pris leur rôle très au sérieux, parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont en certaines positions qui ont intérêt à ce que les gens sortent. Il y a aussi ceux qui sont en position de femmes privilégiées, de femmes, qui doivent travailler à ce que les gens sortent, parce que des suffrages... Leur réussite en dépend. Voilà. Et puis... parlons aussi de l'autre actualité en dehors de la liste électorale qui est désormais aux mains de la commission électorale. On va aborder la question du quitus fiscal, puisque dans la presse ce matin, beaucoup de journaux sont revenus sur cette information piquée du côté de la direction générale des impôts, un peu comme le journal Fraternité, qui nous parle d'un bref aperçu sur les redevances des citoyens béninois aux impôts, le quitus fiscal. La face cachée de l'iceberg est présentée par le quotidien ce matin, qui parle de ces faits prouvant l'impartialité de la direction générale des impôts et des domaines. Le journal La Nation de même, qui nous parle des non-dits. Il faut rappeler que son imposition dans les pièces constitutives du dossier de candidature aux élections en République du Bénin dévoile désormais le visage, ou si vous le voulez, le vrai visage de certains acteurs politiques en faux vis-à-vis des impôts. Nous sommes en face de plusieurs cas d'accumulation d'énormes sommes allant jusqu'à 800 millions de francs CFA que doivent certaines personnes. Le quitus fiscal a-t-il le mérite alors de révéler les dessous sombres de certains acteurs politiques? Dessous sombres, mauvaise foi, que devrait-on dire? Et si je vais demander à la réalisation de nous projeter le petit tableau que nous avons réalisé ce matin à la suite des informations que nous avons reçues. Lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'un député
de l'Union progressiste, actuellement en fonction, député de la 8e législature, doit un peu plus de 670 millions de francs CFA, et qu'un député du bloc républicain doit, après avoir tout payé, après avoir payé ce qu'il pouvait payer, il reste devoir 1 226 000 francs CFA, et qu'un maire qui s'est fait positionner, en tout cas, qui a déposé ses dossiers de candidature, mais qui n'a pas réussi à obtenir son quitus fiscal, doit plusieurs millions de francs CFA, et qu'au niveau du parti Les Démocrates, il y a encore 4 candidats qui, les sommes cumulées, se retrouvent à un peu plus de 1 milliard 500 millions de francs CFA. Fallait-il donc qu'il y ait cette polémique pour que nous ayons ces précisions de la Direction générale des impôts, cher monsieur. Nous avons les noms, mais on fait de pas les révéler pour l'instant. J'ai noté que vous vous abstenez, n'est-ce pas, à révéler les noms. On fera le même effort. N'est-ce pas. Mais lorsque vous achetez Fraternité, vous avez tout. Oui, en tout cas, quand on achète Fraternité, ou le journal La Nation, les noms sont de... Je crois que Fraternité, c'est la page 3. Oui, c'est Fraternité. Il faut préciser. Ça, à la page 3 du quotidien Fraternité. Non, je pense que... Le quotidien est vendu à 300 francs. Oui, 300 francs seulement. Je crois que le même effort que vous êtes en train de faire, Christian Dandéjan, le directeur général des impôts, l'avait fait lors de plusieurs de ses sorties où il s'abstenait, n'est-ce pas, de citer les noms. De citer les noms, parce que franchement, ce n'était pas très bien parce que les gens n'ont pas payé qu'on vienne citer leurs noms. En tout cas, pour la circonstance, selon moi. Et le directeur général, disais-je, avait fait un grand effort dans ce sens. Maintenant, on a lu sur les réseaux sociaux certains acteurs politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, mais il faut préciser de l'opposition surtout, n'est-ce pas, qui ont estimé que s'ils n'ont pas leur quitus fiscal, ou si c'est au pluriel, ils n'ont pas leur quitus fiscaux, c'est parce qu'ils sont d'une obédience politique que la direction générale des impôts n'a pas cru devoir leur remettre leur quitus fiscal. Or, les explications du directeur Nicolas Yenoussi, c'est bien entendu parce que ces personnes, ces acteurs politiques ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc. Et il avait bien précisé dans ses déclarations qu'il y a même certains acteurs qu'on a fini par se rendre compte qu'ils sont de la mouvance. Parce que quand vous allez au niveau des impôts, il n'y a rien qui montre que vous appartenez ou à l'opposition ou à la mouvance. La preuve, c'est que les sociétés qu'on a citées ici... Oui, en fait, c'est les sociétés. Voilà, les sociétés qu'on a cité ici, je n'ai vu nulle part où on a mis bas opposition ou bas mouvance ou bas BR, bas UP, bas, etc. Vous voyez, donc il n'y a rien qui en temps normal correspond, est un signe distinctif pour dire que cette société ou tel acteur est de l'opposition ou de la mouvance. Maintenant, quand on s'en tient à ce qui est publié par le quotidien Fraternité, on sent qu'à un moment donné, à certains niveaux, il y a eu de mauvaise foi. Les gens sortaient pour faire du bruit, peut-être à l'idée d'obtenir, je dirais, la pitié des populations, de jouer les victimes, de culpabiliser, je dirais, le régime en exercice, comme quoi, encore une fois, on a voulu empêcher l'opposition de participer, on a voulu. Les services de certains partis politiques qui ont eu de difficultés à voir leurs acteurs politiques, leurs candidats, en règle vis-à-vis du fisc, ont trouvé des monnaies d'échange, de pièces de rechange pour les remplacer par ceux qui sont en règle. Donc, je pense que pour ceux qui votent des lois, parce qu'on a dans le lot des députés en exercice qui ont voté, ma foi, en procédure d'urgence, le Code général des impôts, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc. Il y a un véritable problème qui est là. C'est un peu comme si on se moque un peu des populations. Herman. Il faut travailler à corriger cela. Oui, mais très remonté, c'est pas parce que quand on vote en procédure d'urgence une loi, alors que soi-même on n'est pas prompt à être en règle, non, je pense que la pièce quitus fiscal, ça vient planter ce décor-là, ce décor malsain parce que des gens qui ont vocation à diriger ce pays, à gouverner, ne puissent pas être en règle vis-à-vis du fisc. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. La stratégie utilisée, à savoir la victimisation, ça ne marche pas à tous les coups. C'est vrai que quand vous voyez un peu les montants, il y en a qui peuvent paraître un peu dérisoires. 1 million,
c'est plus facile pour un député de sortir ce million-là. Il a déjà payé assez. C'est plusieurs dizaines de millions. Il suffira de faire juste un appel à Téléthon et puis bon voilà, les gens vont l'aider à payer le million. Mais pour les autres qui doivent plusieurs millions de francs CFA, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Oui. Toujours est-il que des centaines de millions, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Alors 4 personnes doivent 1,5 milliard. Alors même que c'est une pièce maîtresse pour la construction d'un dossier de candidature, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Est-ce que c'est fait exprès pour... c'est pas... Je me pose des questions. Sont-ils positionnés ou pas question que l'on se pose aussi. Oui, c'est peut-être ça qui justifie que jusque-là, on n'a pas encore la liste, certaines listes qui sont je ne sais pas. Alors que la liste sont déjà remises à la Sénat, et donc plus aucune correction n'est possible si ce n'est pas pour décès ou pour doublon sur des listes. Donc vraiment, le processus c'est... Non, la question du fisc, bien malheureusement, tombe dans l'espace politique et il faut avoir un quitus, ce qui apporte la preuve que vous êtes en règle vis-à-vis du fisc. C'est une réalité, c'est un secret de polichinelle que, quand on prend peut-être un échantillon de 100 béninois, 95 ne sont certainement pas en règle vis-à-vis du fisc. Que c'est une minorité. Ceux qui sont en règle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une échéance électorale, qu'ils ont certainement couru pour se mettre en règle. Sinon, s'il n'y avait pas d'échéance, si on avait pris les habitudes du respect et que chacun allait payer volontairement ses impôts, c'est que chaque année, au plus tard peut-être le 2 ou le 3 de l'année suivante, les caisses du trésor et des impôts, de la direction des impôts, les caisses seront vraiment très renfoulées. Parce que vous voyez là, on est à 1,5 milliard pour 4, plus plusieurs millions, plus 1 million et quelques. C'est pour certains. Et ça fait même pas 10 personnes, maximum 10. Donc ça veut dire que même quand on fait le point, on fait un exercice arithmétique, on sera autour de 2 milliards. Ça, c'est environ 10 personnes. Multipliez le nombre de personnes qui sont dans cette même situation que ceux dont on parle aujourd'hui, qui malheureusement ne sont pas candidats. Et donc, eux, ça fait des manques à gagner pour les caisses d'État. Donc, au fait, on va malheureusement faire de la fixation sur ceux-ci parce qu'ils en ont besoin pour l'instant. Sinon, nous sommes nombreux. Quand on dit nous sommes nombreux, nous avec aussi, parce que... Bon, pour celui qui n'a qu'une la TVM tout au moins. Je vous supplie de ne pas revenir sur TVM parce que ça fait partie des trucs qui ont été demandés différents candidats. Même quand votre véhicule est au garage et que le véhicule a été identifié par rapport à vous, c'est que vous payez la TVM de ce véhicule. Si vous ne l'avez pas fait depuis qu'on a instauré la TVM, donc depuis 4 ou 5 ans, ça vous fait 45 avec la majoration pour autant de véhicules, pour autant d'années. Ça, c'est au niveau du véhicule. On va maintenant remonter au niveau des fonciers bâtis, non bâtis et consorts et tout ça. Franchement, et pour ceux qui ont des entreprises qui doivent payer des redevances. Et non seulement ceux qui ont des entreprises, mais parfois il y a des entreprises qui sont mortes du fait, je dirais, soit de mauvaise gestion, soit par banqueroute et tout ce qui est autour. Mais le processus de radiation de l'entreprise n'a pas été enclenché, n'a pas été fait. Et donc, du coup, quand on va dans les données, on retrouve encore votre nom collé à l'entreprise, vous êtes obligé encore de payer. Donc, vous voyez, c'est l'accumulation de toutes ces impairs que nous avons commises qui amènent à avoir ce montant. Eux, heureusement ou malheureusement, ont assez de biens, assez de maisons, assez de véhicules, parce qu'on a pris l'habitude de ne pas payer régulièrement nos impôts, on en accumule. Vous avez vu un peu, Christian, que même à l'international, des joueurs qui gagnent des milliards de francs CFA ne déclarent pas totalement les montants qu'ils gagnent, ou plutôt ne respectent pas. Vous avez vu plusieurs fois, on a parlé de Samuel Eto'o, on a parlé de Lionel Messi, on a parlé de Neymar, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste pour vous dire que l'habitude et le respect d'aller volontairement régler ces questions de fisc, ce n'est pas encore dans nos habitudes. S'il faut passer par le filtre des candidatures pour récupérer un peu et mettre dans les caisses de l'État, c'est tant mieux, mais en même temps, il va falloir qu'on trouve le modus pour que chaque Béninois que nous sommes commence par respecter. Si c'est respecté, vous allez voir de moins en moins des maisons de R+5, R+14, R+13, R+4 et consorts, inhabitées bien évidemment. Quand tout ça sera fait, on va peut-être régler ces questions. Malheureusement, ils n'auront que les yeux pour pleurer parce que ce qui leur... En fait, ce n'est pas des reproches. On leur a juste notifié les dettes qu'ils ont vis-à-vis du fisc national. S'il y en a qui ont encore la possibilité d'aller payer 1,5 milliard,
before, il y a quelques jours, donc avant les jours à venir, qui le fassent. S'ils ne peuvent pas, c'est que bon, ils vont être obligés de revoir leurs ambitions politiques et maintenant travailler peut-être à se mettre en règle. Moi, j'ai échangé avec un candidat qui va aux élections législatives prochaines, qui m'a dit, lui, par exemple, que tous les 31 décembre, il va volontairement au niveau des services des impôts, il déclare, il paye ses impôts. Donc, cette affaire de quitus-là, lui, ça ne lui disait absolument rien. Pas parce qu'il a un seul véhicule, non. Il en a, parce qu'il a une seule maison. Il fait le point. Il se dit, j'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons, j'ai 4 maisons, on fait le point. Et puis, il sait que, bien, à la fin, à chaque 31 décembre, il paye, et puis il rentre chez lui. Voilà. Donc, lui, il n'a fait que payer les derniers. Oui. Finalement, donc, travailleur a souhaité qu'il y ait de bons citoyens. Francis Atalé, et qu'on ait plus de problèmes de quitus fiscal. Situation, à qui la faute? À ceux-là qui doivent et qui ne payent pas, ou à l'administration fiscale, c'est-à-dire cette structure mandatée pour les recouvrements? Non, mais écoutez, la bonne citoyenneté impose que vous puissiez être en règle. Ouais. Je crois qu'un citoyen béninois normal doit pouvoir s'acquitter de cette dette, apurer le passif qu'on lui a notifié par rapport aux impôts. Alors, voyez par exemple ce qui se... Je vais vous faire rire rapidement là. J'ai un téléspectateur, un très fidèle téléspectateur, j'étais son nom bien entendu. Il dit, bonjour, déjà qu'on exige le quitus pour tous ceux qui sont nommés ministres, DG, chef service, directeur d'école et même les membres de l'UPMB. Les membres quand vous gérez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça rentre dans nos habitudes. Dans nos habitudes, oui. L'habitude d'être... il n'a pas dit le bureau de l'UPMB, il a dit les membres. Y compris vous et nous, quoi. Le jour où vous voulez aller aux élections, si on veut que vous ayez quitté le fiscal avant d'aller aux élections. Je crois que ce fidèle téléspectateur n'a fait que relayer les propos de Jean-Baptiste Elias, parce que sur une des chaînes de télévision, il a demandé est-ce qu'on réclame des ministres le quitus fiscal, les DG et autres. Mais ce n'est pas l'heure, parce qu'évidemment, ceci, c'est le code, en fait. Donc, il faut saluer l'ingénierie. En fait, ceux qui ont pensé et qui ont trouvé cette formule-là pour obliger au moins les citoyens qui veulent aller à la conquête des sièges politiques à pouvoir se mettre en règle. Vous voyez, écoutez, au niveau de l'UPR, par exemple, il y a plus de 1200 dossiers. Alors, a priori, tous ceux-là ont dû se mettre à jour, ont payé leurs impôts, et c'est lors de la sélection maintenant qu'au niveau du positionnement, ils n'ont pas été positionnés. Ça a renfloué les caisses de l'État. Mais c'est regrettable que ce soit à ces occasions que le citoyen béninois aille payer ses impôts. Il faut que nous corrigeons nos travers et que nous développions les bonnes mœurs et que nous apprenons à payer. Parce que par la tradition, en fait, historiquement parlant, la fraude fiscale au Dahomey, devenu Bénin, était un sport national. Donc, vous savez que Zissou en a fait les frais. 68-69. Donc, le Béninois, il est contestataire. Alors, la technique de la victimisation que vous avez évoquée ici, ça ne marche plus. Donc, il faut que les politiques essaient d'éviter le dilatoire, la diversion. On n'est plus à cette heure-là. C'est heureux que le travail qui se fait à la DGI soit un travail scientifique. Et le DGI aussi a bien fait d'exposer les faits. Nous avons aussi bien fait ici de garder l'anonymat sur les noms. Parce que pour préserver au moins, quitte à eux, de se mettre à jour, si véritablement ils veulent aller compétir. Donc désormais, les responsabilités sont situées. Le peuple sait désormais que la faute n'incombe pas au directeur général des impôts, ni au gouvernement. Donc, il appartient maintenant à chaque citoyen d'assumer sa responsabilité. Et c'est bien que, dorénavant, qu'on sache que le quitus, c'est le sésame. Oui, j'aimerais quand même qu'on essaie de creuser un peu le fond du problème. On a semblé peut-être banaliser cela. Est-ce que c'est le fait que les impôts soient élevés qui fait que ceux-là qui doivent ne vont pas payer? Est-ce que c'est le fait? Non. De toutes les façons, l'analyse peut aller un peu dans tout... pas dans tous les sens, vu sous plusieurs prismes. Les prismes les plus scientifiques, ce sont ceux que nous proposerons, les agents ou la direction générale des impôts. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la fixation des impôts que vous avez à payer. Vous avez une maison R+1, ça équivaut à un certain nombre de montants qu'il faut payer.
le confort qu'il y a à l'intérieur. Vous avez, au moins au niveau des véhicules, on sait que tel véhicule de tel chevaux paie tel montant, tel véhicule de tel chevaux paie tel montant. Les fonciers non bâtis, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si d'emblée, on peut peut-être conclure que c'est parce que les montants sont élevés, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils en ont suffisamment. Ceux qui sont aujourd'hui récriminés aujourd'hui, ils en ont suffisamment, ils ont tellement de biens, ils en ont amassé suffisamment que au fur et à mesure qu'ils en amassaient, eh bien, ils ne se mettaient pas en règle vis-à-vis du fisc. Même dans nos religions, il y a ce qu'on appelle la zakat. C'est-à-dire qu'à un moment T de l'année, eh bien, vous calculez ce que vous gagnez. Il y a une méthode de calcul et une partie, vous retirez ça de votre revenu que vous mettez à disposition des personnes qui sont dans le besoin. Vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, je ne fais pas la similitude entre la zakat et puis les impôts, mais ça tout l'est. Et donc, du coup, quand vous avez 4, 5, 10, 30 véhicules, c'est parce qu'on se dit, ben, si vous payez au moins vos impôts, ça peut servir tout au moins à régler les questions de route, ça peut régler beaucoup de choses, et ainsi de suite. Vous avez 45 maisons, personne ne vous en veut d'avoir 45 maisons, mais quand vous les avez également, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre à disposition de l'État pour les services sociaux communautaires, les infrastructures, je dirais, de promotion et tout ce qu'il y a autour. Donc, est-ce que d'emblée, on peut dire que c'est les montants qui sont trop, mais moi j'ai l'impression que c'est parce qu'ils en ont amassé suffisamment, qu'ils n'ont pas le temps très tôt de payer ce qu'ils ont à payer. Et l'accumulation a fait qu'aujourd'hui, bien malheureusement, et surtout dans un contexte où les montants sont trop élevés. La preuve, c'est que dans le lot où il y a le milliard, il y en a qui payent le million. Ceux qui payent le million, c'est peut-être parce qu'il a peut-être un seul véhicule, une maison et consort, ainsi de suite. C'est peut-être parce qu'il a accumulé. S'il n'est pas accumulé, peut-être qu'à la fin de l'année, il va se retrouver avec des impôts élevés, peut-être à 45, 35, 28 000, 38 000, 40 000, ainsi de suite. Donc, je ne pense pas tout de suite, ça, c'est pas avec précision, que ce soit le montant trop élevé, mais j'ai l'impression que c'est l'accumulation, la thésaurisation, je dirais, des biens qui est peut-être à la base de ces montants élevés que nous avons vus par endroit chez certains citoyens. Oui. Donc, il faut avouer qu'en fait, il y a de fausses déclarations. Pour la plupart. Je ne dis pas que c'est le cas de ceux-ci. Il arrive bien souvent que les Béninois ne déclarent pas tous leurs biens. Il arrive aussi qu'on trouve des gens qui se surprennent de ce que le fisc a une information réelle sur leurs biens. Et puis il y en a qui sont habitués à la fraude dans leurs mœurs. Bon, en fait, c'est la fraude. Et puis bon, quand ça s'accumule, c'est un peu comme les factures d'électricité. Si vous ne les payez pas, une facture 2, 3, quand vous faites le cumul, vous vous trouvez peut-être à un montant exorbitant et puis vous n'avez plus la possibilité de débourser pour payer tout de suite. Oui. Les 4 à crédit aujourd'hui, là. Quand vous rechargez par exemple pour 10 000, il y a les frais d'entretien, c'est 1 000 francs, 2 000. Quand vous n'avez pas rechargé un mois, vous rechargez 4 mois plus tard, vos 10 000 peuvent partir parce que c'est les frais d'entretien. Le frais d'entretien c'est ça. C'est vite fait, quoi. En accumulant, on s'expose. Donc il faut dorénavant que les acteurs politiques et les Béninois en général sachent qu'il faut annuellement s'acquitter de son devoir. Il faut payer ses impôts à temps réel. Parce que si les politiques le faisaient, ceux qui sont aujourd'hui en situation difficile, s'ils honoraient leurs engagements vis-à-vis du fisc, ils ne seraient pas surpris. C'est à eux seulement de produire les justifs de leur paiement régulier pour que le DGI fasse le point et puis leur délivre leur crise fiscale dans les délais requis. Qu'en sera-t-il de ceux-là qui doivent aujourd'hui, dont les noms sont cités? Que fera l'administration fiscale? Ils ont intérêt à payer. Ils ont tout intérêt à payer. Dès lors qu'ils sont candidats sur des listes, ils doivent payer pour pouvoir faire valider leur liste. Auquel cas, ils mettent leur liste en difficulté. Et je pense que le travail de la DGI ne fait que commencer, parce que là, il faut sensibiliser les Béninois. Ils peuvent toutefois prendre des engagements. Le DGI a dit qu'ils en avaient pris à l'occasion de l'élection dernière. Ça n'a pas été honoré. Donc là, il faut sensibiliser les Béninois à la culture du paiement de ces impôts et tout, puisque l'impôt est quérable, comme le dit le juriste. Il faut pouvoir travailler à ce que nous, même qui ne sommes pas totalement en règle, qu'on puisse être en règle. Parce que là, justement, il faut également que les impôts soient donnés au plus haut niveau. Il faut que des ministres puissent payer leurs impôts. Si aujourd'hui, je parie que si on fait le point aujourd'hui, et qu'on veut savoir quels sont les ministres qui ne paient pas leurs impôts, il y aura beaucoup. On va demander au ministre de l'économie et des finances. On va souhaiter que dans les nominations, qu'on exige aussi. Tout candidat à une nomination, ou bien toute personne nommée,
puisse présenter son quitus fiscal. Autrement, hein, les 2 premiers mois de salaire ou les 3 premiers mois de salaire. Que cette personne prenne l'engagement de payer ses impôts. C'est même pas d'engagement, Christian. C'est-à-dire quoi? Vous êtes nommé, vous n'êtes pas vis-à-vis du fisc. Le ministre des Finances. Profiter des... le ministre des Finances, dès votre première paye, on fait la ponction. C'est même pas un peu. On vous récupère l'entièreté. Si votre salaire peut payer l'entièreté, on récupère ça sur l'entièreté. Il va sur 2 mois suivants. Ah, mais attendez, c'est essayez de donner public là. La question, c'est vrai que la question du quitus fiscal actuellement, on a le regard beaucoup plus focalisé sur les acteurs politiques parce que c'est la période qui s'y prête, c'est eux qui sont, je dirais, à la une actuellement. Mais la question du quitus fiscal, ça concerne tout le monde. Et pour la question... Les entreprises, par exemple, avant de gagner des marchés et autres, vous présentez votre attestation fiscale pour montrer que vous êtes à jour. C'est là que je vais en venir pour parler de la mauvaise foi de certains responsables de société, qu'ils soient acteurs politiques ou simples opérateurs économiques. Une certaine, je dirais, largesse aussi au niveau du service des impôts qui ne s'auto-saisit pas de biens de dossiers. C'est vrai, il ne s'agit pas de prendre la chicotte et être dans toutes les maisons, dans toutes les entreprises ou jouer les gendarmes devant tout le monde. Mais je pense qu'il y a une certaine ouverture qui a favorisé pendant longtemps cet état de choses. Le coût, on peut peut-être faire le débat en ce qui concerne la question du coût des impôts, mais je pense que quand vous avez 40-30 maisons, comme l'a dit Akibé, on ne va pas vous en vouloir, mais c'est parce que vous avez les reins solides pour pouvoir payer les impôts qui vont avec. Donc, ça devient comme un contrat que vous prenez, un engagement que vous prenez vis-à-vis du service des impôts et que vous devrez honorer. Quand on a entendu le directeur général des impôts, n'est-ce pas, en termes d'engagement, il estime que par le passé, il y a certains députés qui siègent encore à l'Assemblée nationale qui avaient pris des engagements, mais qui n'ont pas honoré ces engagements. Donc, ça vient pénaliser ceux d'aujourd'hui à qui vraiment la direction se refuse d'accorder la possibilité, je dirais, de signer des engagements. Donc, il faut espérer qu'il y ait une certaine sensibilisation. C'est un peu comme ce qu'on a souvent dit de la Caisse nationale de sécurité sociale qui, ma foi, devrait voir est-ce que les employeurs versent les cotisations de leurs employés. On ne les sent pas, par exemple, descendre sur le terrain, voir les entreprises. Est-ce qu'effectivement l'entreprise a déclaré tel nombre d'employés? En fait, quel est l'effectif qu'il en a? Combien ont été déclarés? Depuis quand on travaille? Est-ce que les cotisations sont à jour? Voilà. On ne le sait. Donc, je pense qu'il faut que, en fait, dans le futur, on voit la possibilité, un minimum de pouvoir qu'on accorde à ces structures, les impôts, la Caisse nationale de sécurité sociale, pour qu'ils puissent en quelque sorte s'auto-saisir des dossiers et agir. D'accord. Mais la suite, oui. Il faut aller à l'éducation du citoyen. Parce que vous savez que ce qui se passe, c'est les gens se demandent, mais l'assiette fiscale, ça sert à quoi? Quand on va payer les impôts là, ça va servir à quoi? Pour le Béninois, c'est comme de l'argent qui veut jeter. Et il préfère rentrer dans les négociations. Il négocie pour obtenir un truc au rabais. Et il pense même que c'est un harcèlement c'est sa personne. Voilà. Or, l'impôt doit contribuer à des réalisations, doit aider le gouvernement, par exemple, à régler les problèmes sociaux de base, par exemple, l'eau, l'électricité, certaines infrastructures, un truc comme ça. Donc, ceci dépend aussi de la qualité de la gouvernance. Parce que le citoyen, s'il fait foi à la qualité de la gouvernance, il va payer ses impôts normalement. Oui. Donc, il y a un travail qui doit se faire à tous les niveaux pour que le citoyen soit... La qualité de la gouvernance est d'autant plus appropriée à en citer parce que quand vous faites un tour au niveau des ponts, péages et paysages, c'est-à-dire quoi? Vous payez les 300 ou les 500 francs. Les 400, c'est selon les lieux. Ouais, ou parfois même 1000 francs. 1000 francs, ça c'est beaucoup plus dans la zone de Dio, ça c'est Savet. Et quand on finit de vous récupérer les 1000 francs, c'est que l'infrastructure sur laquelle vous roulez, c'est pas du tout fameux, quoi. Ouais, c'est pour ça que le fait de mettre l'accent sur la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est très important. Il faut que les citoyens, quand il s'est retrouvé au niveau d'un pont de péage, quand il a payé les 400 ou quand il a payé les 500, les 1000 francs, qu'ils sentent que véritablement c'est... Il y a un travail qui est fait. Un travail, quand c'est pas fait comme ça, vous voyez, malheureusement, on va traverser sans payer, mais on remonte ça ailleurs, et puis comme vous l'avez dit, au niveau du fisc, on se dit, mais à quoi ça souvent sert? Ça ne sert vraiment à rien, on n'est pas bénéficié, donc les gens sont réticents. C'est pas pour autant
qu'il ne faut pas payer. Voilà. L'autre problème plus profond que pose cette affaire de quitus fiscal, c'est le conflit. Est-ce qu'on peut être député et en même temps patron d'entreprise? Je pense qu'à ce niveau, il faut revoir les choses. Ils sont plein. La qualité de la marchés publics, les marchés de l'État. La qualité de la gouvernance chrétienne, très rapidement. C'est très important parce que vous savez, c'est vrai, aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Il faut tirer un coup de chapeau. Mais par le passé, quand vous avez, quelqu'un qui est chargé de récolter les taxes, les impôts, et vous apprenez qu'il a détourné tel nombre de milliards et il ne s'inquiète pas, la seule sanction qu'on lui accorde, c'est qu'il est relevé de ses fonctions et autres. Vous voyez, ça n'encourage pas les citoyens et autres tout ça va changer avec la direction. Ce qui est en train d'être fait. Nous allons parler rapidement de l'agence pénitentiaire du Bénin. On rappelle qu'il y a cette opération qui a démarré du 1er et qui s'est terminée hier, le 8 novembre. Où 1082 détenus répartis comme suit: 862 de la prison d'Apomicérité et 220 de la maison d'arrêt de Porto Novo qui sont déplacés donc de cette prison pour la prison civile d'Abomey. On précise que cette opération vise à rééquilibrer un peu le taux d'occupation des 10 établissements pénitentiaires et de mieux organiser les détenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réinsertion professionnelle. Les détenus ainsi transférés sont ceux définitivement condamnés et ceux éligibles pour les activités de réinsertion. Herman Naniamoussou, un désengorgement de ces deux grosses prisons. Un désengorgement de ces deux prisons, de ces deux maisons d'arrêt, mais il faut voir plus la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière pénitentiaire pour faire en sorte que ceux qui ont été condamnés, et vous avez vu dans ce que Fraternité nous a proposé, c'est qu'il y ait la mise en œuvre du plan de réinsertion socio-professionnelle, parce que ce volet a souvent manqué à la politique pénitentiaire dans nos pays. Les détenus ils sont gardés là et puis à la fin quand ils sortent ils ne savent plus à quel sein se vouer et puis bon voilà, ça augmente encore le taux de délinquance et tout parce qu'ils deviennent oisifs et tout. Donc je pense que c'est une bonne mesure. Il y a aussi l'autre qui a été prévu par l'État, je crois, les travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que justement, est-ce qu'on garde les gens en détention? Est-ce qu'on fait en sorte que cet travaux d'intérêt général puisse leur permettre de pouvoir purger leur peine et de pouvoir sortir et tout. Je pense que c'est les pistes sur lesquelles il faut également travailler. Oui, Wahab. Oui, en fait, on désengorge Porto Novo, on désengorge également Apomicérité parce qu'il y avait d'abord une question de mélange. Les détenus, tous ne sont pas condamnés parce que parfois quand on se retrouve en prison, on pense qu'on est d'office condamné, c'est pourquoi non, c'est peut-être après avoir, je dirais, exploré ou épuisé le séjour de garde à vue dans les commissariats qu'on est obligé de vous ou peut-être en fonction de votre statut aussi que vous pouvez vous retrouver, je dirais, en prison, en attendant, n'est-ce pas, que le reste de la procédure, du processus soit enclenché et que la condamnation arrive. Si condamnation, il doit y en avoir. Et donc, on a décidé de transférer tout ce beau monde, n'est-ce pas, à la prison d'Abomey, à l'effet donc de mettre en œuvre le plan de réinsertion professionnelle. Et Herman attire l'attention sur le fait que la plupart du temps, les gens séjournent dans le milieu carcéral et à la fin, ils sortent comme ça sans qu'il n'y ait une politique qui les réoriente, qui peut-être leur fasse un lavage de cerveau pour leur faire prendre les notions de bonne citoyenneté et autres. Et qu'il y ait une forme de conférence de rédaction qui se déroule entre eux et je dirais, parce que dans le lot, il y a les bandits de différentes catégories, des détenus de différentes catégories. Vous êtes là à faire renforcement de capacité entre vous, échange d'expérience, et quand on sort, on a même tendance à reprendre. C'est pas pour rien, ma foi, quand il y a certains qui sont condamnés, des détenus qu'on relâche, et quelques semaines après, vous apprenez qu'ils sont repartis, parce qu'ils n'ont eu aucune notion, n'est-ce pas, qui les réinsère dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, de manière à ce que les mauvaises habitudes qu'ils pratiquaient, qui l'ont conduit en prison, qu'ils puissent appuyer sur stop et puissent vraiment se reconvertir. Alors, on voit un peu le nombre, 1082 personnes déplacées de deux prisons pour une autre prison, alors qu'il y a encore
des centaines de personnes détenues. Est-ce que et qu'Abomey avait déjà aussi une population carcérale. Le Francis Attadé, est-ce que il ne faudrait pas revoir un peu le traitement qui est fait des dossiers de ceux-là qui sont détenus? Oui, je crois qu'il faut une célérité dans le traitement des dossiers, d'une part. D'autre part, en fait, au niveau de l'univers carcéral, les détenus n'ont pas le même statut. Oui. Et puis, la dynamique, c'est faire en sorte qu'on puisse les former pour assurer leur insertion après, pour qu'ils ne soient pas des récidivistes. En fait, une des missions des prisons, ce n'est pas seulement de garder le hors-la-loi, en fait, celui qui a divorcé avec les lois de la société. Mais parce qu'eux tous ne vont pas parce qu'ils ont commis des crimes. Il y en a qui vont parce qu'ils sont en attente d'un jugement, il y en a qui ont été jugés, qui sont condamnés, mais parfois c'est des parodies de justice. Et c'est plus tard qu'on finit par mettre à jour. Même à des non-lieux. Mais oui, si c'est ça. Vous avez vu, le dossier Agreva, par exemple, c'est un non-lieu. On vient de dire que c'est un non-lieu. Bon, au-delà de tout ce que nous savons, nous sommes citoyens, mais la justice est ce qu'elle est. Donc, ce qu'il y a là, c'est faire en sorte que ceux qui sont gardés puissent avoir une seconde chance. Et je crois que si le gouvernement va dans ce sens, il peut voir par rapport à l'environnement et à la population carcérale, quelles sont les conditions qu'il faut offrir pour qu'il n'y ait pas un étouffement. Vous savez que les prisonniers aussi ont des droits. Et puis nous devons nous mettre aux normes, parce qu'il y a un standard, il y a des standards internationaux. Donc le Bénin travaille à cela. Et c'est salutaire que désormais on fasse en sorte que nos prisonniers aient le repas comme cela se doit, mais aussi qu'ils aient des formations, un bon traitement, et qu'on leur assure la réinsertion dans la société. Il faut leur intégration dans la société pour que désormais soient des citoyens accomplis. Sinon, il y en a qui sont allés plusieurs fois, ils ressortent, ils repartent encore. Ils ont même plaisir à repartir parce que là-bas, ils se disent qu'il y a un autre apprentissage. Parce qu'il y en a qui vont encore se reformer dans la criminalité. C'est pas souvent très fameux de parler de nos concitoyens en situation inconfortable. De privation de liberté. Exactement. En fait, c'est vite allé, cette affaire-là. C'est-à-dire que se retrouver dans ces maisons d'arrêt, ça se passe en 2 temps de mouvement. Du fait peut-être de quelqu'un, un accident peut vous conduire dans une maison d'arrêt. Du fait d'une mauvaise accusation, eh bien, on peut se retrouver dans une maison d'arrêt. C'est pour ça qu'ils sont un certain nombre, plusieurs catégories, pas pour les mêmes faits. Il le disait tout à l'heure, certains sont là pour des crimes de sang, certains sont là pour des crimes financiers, certains sont là pour des accusations, ma foi, peut-être pas vraiment fondées, certains sont là pour il y a tellement de raisons. Et vous voyez, 1082, c'est déjà pas rien. C'est-à-dire quoi? On a un nombre impressionnant de concitoyens en difficulté au niveau de nos maisons d'arrêt. Et à promisérité, quand on en parle, vous imaginez un peu ce que ça fait dans la tête des Béninois. Et bien malheureusement, les informations qui sont reçues ces derniers temps du côté de promisérité ne sont pas aussi les plus fameuses. Je crois qu'il n'y a souvent pas de décision anodine. Il y a toujours des explications, des raisons qui évoquent. Ici, eh bien, on nous parle de la rééducation, de la réinsertion, de tout ce qui est autour des engagés, d'accord, mais c'est qu'il faut aussi travailler à assurer une certaine sécurité dans ces maisons d'arrêt, des concitoyens qui malheureusement sont à ces endroits-là. Et à la fin, comme plaidoyer, souhaiter que les dossiers soient accélérés. Moi, je crois que c'est un plaidoyer très, très important à faire, parce qu'il y en a qui sont là, qui sont en attente de jugement. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà fait pratiquement 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour des faits qui peuvent être vidés rapidement, mais qui ne sont pas encore vidés. Moi, j'ai du mal à en parler parce que nous avons nos proches, on a plein d'amis, de parents, et ainsi de suite qui se retrouvent là, pas parce qu'ils sont aussi, mettons quoi, tête en l'air, non, mais alors pas du tout, mais parce que la procédure elle est toujours lente, elle n'a pas encore abouti, et donc on vous dépose en attendant. Vous voyez, ils sont là en attendant. Quand vous allez vous interroger, même les avocats conseillers vous disent le dossier visiblement semble être vide, mais il faut attendre. Donc il y en a qui attendent, et quand vous apprenez par exemple depuis, comme l'a dit Attadé, que quelqu'un est resté là, il est passé de vie à trépas, après on parle de non-lieu. Bon, bien que le non-lieu serait venu plus tôt, que bien qu'il n'aurait pas eu une dégradation de sa santé. Bref, je conjecture. Mais il va falloir qu'on travaille beaucoup plus à une certaine célérité des dossiers. Et à cela, il faut ajouter la sécurité des personnes détenues
au niveau de ces maisons d'arrêt. Merci beaucoup, Hakimi. Nous allons rester avec vous ensemble pour vivre. Maintenant, le journal des sports. Le journal des sports, c'est pour revenir de façon toute particulière sur les playoffs qui se disputent donc du côté du Hall des Arts Loisirs Sport de Cotonou. C'est bien la Move Africa Handball qui se poursuit. Hier, on en était à la deuxième journée. Les résultats pour les amis téléspectateurs au niveau des dames. ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, a battu Azo Model par le score de 35-14. Au niveau des messieurs, Adjidja qui s'y frotte, s'y pique à jouer contre Azo Model. Et puis, Azo Model s'y est piqué, a été battu par 26-20. C'est au niveau des messieurs. Au niveau des dames, hier toujours, c'était en troisième heure et en troisième rencontre. Flowers, dames, a joué contre Adjidja Handball Club. C'était un match fou, très ouvert. C'est allé très vite. On a eu droit, je dirais, à des remontées spectaculaires et à des performances intéressantes à l'occasion de cette affiche entre Flowers et puis Adjidja Handball Club. La rencontre s'est soldée par le score de 31-29 et puis la dernière affiche a opposé au niveau des messieurs Flowers à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Rencontre soldée par le score de 26-20 en faveur de Flowers CNSS. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, troisième journée des playoffs. Les affiches à proposer aux amis téléspectateurs. Azo Model joue tout à l'heure à 10h contre Abo Sport. On aura également à suivre au niveau des dames ce mercredi. Adjidja Handball Club contre Azo Model, c'est aux environs de 12h. Et puis 2 heures plus tard, à 14h, nous avons le match entre ASPAC et puis les Buffles qui ont été battus lors de la première journée par Flowers CNSS de Cotonou. Et puis la dernière affiche de ce mercredi mettait en prise Christian ASPAC à Flowers. Le match est prévu pour 16h. Voilà un peu, Christian, les échos qui nous viennent du Hall des Arts en ce qui concerne les playoffs au niveau du handball, avec la présence effective depuis avant-hier du président de l'instance fêtière de handball. Je parlais de Sidikou Karimou. La compétition prend fin, Christian, le 12 novembre 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Hakimi Oussini, Wakhabali Para. Sportivement votre. Merci. Herman Moussou, merci beaucoup. Le calendrier électoral. Vous rappelez rapidement que 17 novembre prochain, il y aura la question des positionnements, des photos et des logos des partis politiques retenus sur le bulletin unique en présence de leurs représentants. C'est ce qu'il faut le 17. Donc la Sénat prend un bon bol d'air, une semaine environ pour... mais c'est pas un bol d'air parce qu'il faut valider la liste, les listes de candidatures. Étant donné qu'il y a deux branches de la Sénat désormais, il y a ceux qui s'occupent de valider les listes, il y a ceux qui s'occupent de l'organisation pratique des choses. Et donc voilà. Donc l'autre grand rendez-vous, ce sera le 17. Mais avant le 17, on aura déjà... C'est clair. Les listes définitives. Les récépissés délivrés. D'accord. Partis politiques. Et tout se met en place petitement. L'horizon s'éclaircit. On est déjà à moins de 2 mois, puisque nous sommes déjà le 9 novembre aujourd'hui. Donc ça veut dire que désormais, j'imagine que chaque député ou chaque candidat a un calendrier à son déjà ça commence. Et se dit, bon, je dois aller à tel dos, je dois faire ci. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est toujours bien. Voilà. Il y a un téléspectateur depuis Porto Novo qui pense qu'on doit bloquer les salaires et primes des députés qui avaient pris des engagements vis-à-vis des impôts et qui n'ont pas pu devoir les honorer. Ouais, il ne doit pas partir comme ça. Ils ne vont pas apporter ça au paradis. Et il n'a pas eu tort. Si vous voulez, on va réveiller un petit dossier. La Constitution manquait de l'Assemblée nationale. Vous avez appliqué à des députés qui ont pris des marchés de rideaux, de changement d'ampoule. C'est pas... Et qui ont déjà pris les sous. Oui, on n'a pas encore utilisé les rideaux. C'est extraordinaire, quoi. Voilà comment ça se passe. D'accord. Le français s'attardait. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci de votre attention. À suivre la revue de presse de Action Kanya Action Bon. Nous, on vous dit à demain. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. Vous êtes plutôt bonbon ou pom-pom? Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons ce qu'il vous faut. Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, les nouveaux parfums de la famille Yuki, c'est du fun, c'est du kiff, c'est simplement du bon. Avec Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, savoure la vie en couleur. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de choisir la revue de presse
de Canal 3 Bénin. Avec l'événement précis, on peut lire que le président Patrice Talon a effectué le lundi 7 novembre 2022 une visite de travail en France. Il s'est fait accompagner pour ce voyage de 2 de ses ministres, en l'occurrence le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, et son collègue chargé du cadre de vie et du développement durable, José Tonato. Le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont eu une séance de travail à l'école de design de Nantes Atlantique. 6 600 572 électeurs attendus aux urnes pour les législatives. C'est ce qu'avance ce matin l'autre quotidien qui nous apprend que la liste électorale informatisée a été officiellement remise au président de la Commission électorale nationale autonome par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Dr Cyril Goubedi. En point de mire, il ressort que pour les consultations législatives du 8 janvier 2023, environ 6 600 572 électeurs sont attendus aux urnes. Le compte à rebours a véritablement démarré du côté de la Sénat pour l'organisation pratique du scrutin, ajoute le journal. En réceptionnant la liste, écrit Fraternité, le président de la Sénat, Saka Lafia, a apprécié à sa juste valeur les résultats fournis par la NIP après de longs mois de travail acharné. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste, depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes à la LEI en passant par la liste électorale informatisée provisoire. Et en ce qui concerne les candidatures, le matinal informe que le parti Les Démocrates est véritablement dans le pétrin. Environ une semaine après le dépôt des dossiers de candidature, le parti continue de courir après les quitus fiscaux de certains de ses candidats, alors même que la Commission électorale nationale autonome est attendue pour rendre dans les prochaines heures sa décision relativement aux partis en règle et susceptibles de prendre part à la compétition électorale. Le journal de titrer que les démocrates sont dans l'incertitude. Les raisons du blocage du quitus fiscal des candidats démocrates avancent le matin. C'est une redevance de 1,5 milliard de francs CFA chez 4 candidats démocrates. De son côté, Nord Sud Quotidien annonce que l'administration fiscale a délivré dans la soirée du mardi des quitus fiscaux à 2 autres candidats du parti d'opposition, les démocrates, qui étaient dans l'attente de cette pièce constitutive du dossier de candidature aux législatives du 8 janvier 2023. La Nouvelle Gazette renseigne que les 2 candidats des démocrates sont Nourenou Achadé et Justin Adjovi qui obtiennent leur quitus fiscal. Et en titrant quitus fiscal, la face cachée de l'iceberg, Fraternité estime que de toute évidence, si au Bénin nous en sommes encore à attendre les veilles des élections pour constater que des citoyens et acteurs politiques doivent aussi d'importantes sommes aux impôts, c'est que quelque part il y a mal donne. En effet, analyse le journal, même le profane en finances publiques sait que l'impôt est quérable. S'il en est ainsi, se demande le journal, pourquoi les services de la DGID ne se portent pas vers ces citoyens privilégiés et de façon périodique pour les faire payer? Pourquoi attendre la veille des élections pour chanter que tel ou tel doit autant d'argent à l'État? Le journal souligne toutefois que le manque du quitus fiscal est autant noté dans les dossiers de candidature des partis de la mouvance que ceux des partis de l'opposition. Pour preuve, les cas de Lucien Kokou-Mimbo, député de la 8e législature, membre de l'UP Le Renouveau, dont les entreprises devraient respectivement plus de 679 millions de francs CFA au service des impôts, de Rogatien Kouakou, maire en exercice de la commune de Toribosito, membre du parti UP Le Renouveau, qui aurait eu une accumulation de dettes fiscales, de Nazer Sado, député de la 8e législature, membre du bloc républicain pour accumulation de dettes fiscales. Nord Sud Quotidien pointe que pendant que ses pairs s'efforcent à remobiliser et préparer le terrain à une campagne laborieuse pour une grande victoire, un membre de la législature sortante préparerait une fronde contre son parti, l'UPR. Il développerait et encouragerait depuis la publication de la liste des comportements politiques négatifs
à l'égard des militants et sympathisants du parti. Le quotidien Fraternité se fait clair en revenant sur le positionnement du professeur des universités béninoises, Victor Topanou, et estime que le président de l'UPR, Joseph Diogbenou, a trouvé juste. En fait, explique le journal, la qualité de l'homme en dit long. Professeur titulaire de l'université d'Abomey-Calavi, Victor Prudent Topanou est le premier titulaire de la liste de l'UPR dans la 6e circonscription électorale. Très engagé aux côtés du président Patrice Talon, le candidat qui conduit désormais la liste de l'UPR dans les communes de Zesso, Avaye, Abomey-Calavi est effectivement l'homme qui mérite de prendre ce lead politique. Ainsi, ceux qui pensent que Victor Prudent Topanou ne sera pas à la hauteur de la tâche à lui assignée par Joseph Diogbenou et son équipe se trompent de combat. Une chose est certaine, poursuit le journal, le présidium de l'UPR s'est appesanti sur certains critères pour porter son choix sur le politologue Victor Prudent Topanou en tant que leader politique UPR dans la 6e circonscription électorale. En matière de l'aviation civile, une compagnie aérienne dessert le Bénin, Corsair comme l'affiche Matin Libre, qui met l'accent sur son vol inaugural. Le potentiel aussi parle de vol inaugural sur Cotonou effectif le mardi. Et comme le précise Décryptage Info, Corsair est opérationnel avec 3 vols par semaine sur Paris à Koukassé. Pour le radar, ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui fait du tourisme une véritable filière de développement, dit le ministre Hervé Khekhoumé. En écrivant que Corsair fait une incursion sur le marché béninois, la cloche souligne que le cercle des compagnies aériennes qui desservent le Bénin s'agrandit avec le vol inaugural le mardi 8 novembre de la compagnie Corsair. Comme on peut s'y attendre, l'événement a drainé un gratin de personnalités au rang desquels le ministre béninois des Infrastructures et des Transports, Hervé Khekhoumé. Le quotidien Le Challenge, en parlant aussi de 3 vols directs à Cotonou-Paris, explique que cela se fera avec des tarifs abordables et compétitifs. Et l'autre quotidien d'ajouter que ces 3 vols par semaine permettront ainsi de faciliter les déplacements entre le Bénin et la France. Ces vols réguliers seront opérés en Airbus A320-300 dotés de 3 classes de voyage, Business, Premium, Economy, permettant de proposer une offre de qualité à des tarifs très compétitifs. Merci d'avoir suivi la revue de presse.